Dans notre société actuelle, le stress chronique touche près de 30% des salariés en Europe selon une étude de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Cette pression constante impacte non seulement la santé mentale, mais aussi profondément le corps, souvent ignoré dans les discussions sur la performance et le bien-être au travail. Pour les dirigeants et leaders, cette réalité est d'autant plus prégnante que leur posture physique et mentale devient un véritable capital immatériel influent sur leur capacité à prendre des décisions, à fédérer et à durer dans le temps. Mais comment reconnaître et comprendre ces tensions corporelles? Quelle place donner au corps dans une vie professionnelle intense? Et surtout, comment le préserver pour incarner un leadership puissant et durable? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Julia, ostéopathe. Avec lui, nous allons explorer le corps, ce capital immatériel souvent oublié, et découvrir comment mieux vivre sous pression sans perdre son équilibre. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, tu es ostéopathe, mais ton parcours ne s'arrête pas à la table de consultation. Très tôt, tu as compris que le soin ne devait pas se limiter à réparer, mais qu'il devait aussi prévenir, anticiper et éduquer. Avec MyOstéo Prévention, que tu as cofondé et que tu co-diriges depuis 2014, tu as décidé d'emmener l'ostéopathie là où on ne l'attendait pas toujours, au cœur des entreprises, dans le quotidien de ceux qui tiennent des équipes, prennent des décisions, portent des responsabilités, parfois à bout de bras. Parmi vos références, il y a donc Vinci, Leclerc, Vipi, Bouygues, Veolia, Eiffage et bien d'autres. Au fil des années, tu es devenu formateur pour l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels. Une reconnaissance qui te permet d'agir directement sur le terrain, là où le stress, les postures figées et la sédentarité laissent leur empreinte invisible sur les corps. Et parce que tu crois aussi en la transmission et en la rigueur scientifique, tu es depuis 2025 membre actif du CFRO, le Collège français de recherche en ostéopathie, où tu contribues à faire évoluer la formation continue des professionnels. Aujourd'hui, tu viens nous parler du corps sous pression, ce corps qu'on néglige souvent quand on parle de performance, de responsabilité ou de charge mentale. Ensemble, on va explorer ce que disent nos tensions, comment elles s'installent, comment elles impactent notre lucidité et surtout, comment on peut tout rééquilibrer. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, cher Thomas, je crois que tu es l'un de nos auditeurs, donc tu sais quelle est la première question qu'on va te poser. Pour toi, qu'est-ce que la performance ? La performance, quand j'ai commencé à réfléchir à la question, vu qu'on la connaissait, la première chose qui m'est venue en tête, ça a été la performance sportive. Ça fait partie de ma vie, le sport. On verra, je pense, après, on en parlera. On se dit qu'être performant, c'est réussir quelque chose, c'est aller toujours plus loin, aller toujours plus vite, plus haut et tout ça. Ce qui peut être vrai pour certaines personnes. Pour moi, ça a été plutôt la performance, plutôt quelque chose qui va m'aider à atteindre un objectif, quelque chose qui va me permettre de dire, voilà, comment je peux faire pour y arriver. Par exemple, au travail, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être le plus performant, pour pouvoir arriver à mes fins, pour que mon entreprise puisse se développer sereinement. Voilà, mais j'ai mes propres envies, on va dire, mes propres choix là-dessus. Ce qui va être performant pour moi ne va pas être pour vous, etc. Et c'est une option, une définition qui est plutôt très subjective finalement, la performance aujourd'hui plus qu'autre chose, quoi. Moi, je vois ça comme une échelle aussi modulable. C'est-à-dire que là où je voulais être performant il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui. Et savoir où on était performant avant et savoir où on veut aller, ça va nous permettre de faire évoluer les choses plus facilement. Ce qui est vrai en consultation d'ostéopathie, je suis plus le même ostéopathe que j'étais à la sortie de mes études, je suis plus du tout le même dirigeant que j'étais au début de MyOstéo, je suis plus le même homme aussi depuis que j'ai ma fille. Donc cette notion de performance, elle évolue avec le temps. Je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte et qui est surtout personnel.
Donc ça veut dire que pour toi, l'apprentissage et la performance sont liés, ces deux notions qui se font grandir ? Je pense oui. Pour être performant, il faut pouvoir apprendre. Je pense la formation, sans formation, on n'arrive pas, je pense, à nos fins, à nos objectifs. On peut apprendre de la vie, et l'expérience, c'est hyper important. Mais la formation, l'éducation, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, oui, complètement. Et qu'est-ce qui t'anime ? Quelle est ta mission de vie ? Alors ma mission de vie, je pense que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis toujours, je pense, depuis plus jeune âge. C'est, alors ça semble assez utopiste comme ça, mais c'est aider les gens, vraiment. C'est ancré, c'est comme ça. C'est en moi, c'est depuis toujours. J'ai toujours su depuis enfant que je voulais aider. Soit aider les animaux au départ, parce que comme tout le monde, je voulais être vétérinaire. Aider la nature aussi, je voulais être garde forestier au tout début. Et après, ça a été vite aider les autres, être dans le soin et dans le partage surtout. Donc c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Vraiment, soigner les gens, les aider et surtout faciliter la vie des gens. C'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien au cabinet. C'est assez facile pour moi, c'est mon métier, d'aider les gens et c'est hyper gratifiant. Mais aussi avec les équipes dans l'entreprise. Le but, c'est que les gens soient bien, mes collaborateurs soient bien, pour pouvoir mieux travailler. Ma priorité, et je leur dis depuis quelques années, c'est pas toujours facile, mais ma priorité, c'est que eux soient bien et qu'après, derrière, on puisse arriver ensemble à un objectif commun. Et ça, c'est une priorité pour moi. Super. C'était tout à fait la question qu'on avait juste après. Est-ce que c'est une vocation pour toi devenir ostéopathe ? Mais tu as une double casquette, on l'a dit dans ta bio au départ. Tu es ostéopathe, mais tu es aussi entrepreneur. Pour toi, les deux, c'était une vocation ? Non, pas les deux. Le soin était une vocation. Comment faire le soin, je ne le savais pas. J'ai cherché, j'ai fait des stages, je suis allé voir à droite, à gauche. Mais ça a été surtout des rencontres. Donc, il y en a eu plusieurs. Professionnellement, au niveau de l'ostéopathie, on va dire, c'est celle avec Olivier, mon associé, aujourd'hui, qui a été la personne qui m'a donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui, donc d'ostéopathe, de soins. Aujourd'hui, pour la petite histoire, j'avais 14-15 ans, j'ai fait rupture des croisés, et du coup, je suis allé chez le kiné. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier. J'étais un de ses premiers patients quand il s'est installé. On a 15 ans d'écart. Mais de suite, j'ai accroché. Avec l'homme, oui, mais aussi avec le métier. Et c'est ce qui m'a permis derrière de dire, voilà, je veux faire ça. Vraiment, c'est ce que j'ai envie. Je veux aller de l'avant. Je veux faire ce métier-là. Je veux aider les gens. Je veux les soigner. La chose qui était bien pour moi, c'est que c'est un métier sans contrainte. On est dans le libéral, c'est une chose. Et de deux aussi, on a besoin de quoi pour soigner les gens ? D'une table et de ses mains. Et c'est tout. Et ça, je trouvais que c'était formidable d'avoir un métier comme ça, se dire n'importe où, je peux exercer mon métier où que je sois. Et d'une facilité déconcertante, on va dire, parce que j'ai pas besoin de matériel. Donc le soin, en soi, oui, c'était une vocation. C'était comme ça, c'était pour moi. Et ostéopathe, c'est venu par des rencontres. L'entrepreneuriat, ça a été des rencontres aussi, et une histoire familiale. Avec mon père, qui lui, à sa manière, a toujours entrepris. Qui a monté X business, qui était dans les assurances, qui a fait du BTP, qui a vendu du vin, qui a fait plein de choses, vraiment. Mais il a toujours à vouloir se renouveler, toujours vouloir faire, créer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré, quelque chose que je me suis dit, voilà, je veux faire ça aussi. C'est vrai que c'est bien de pouvoir faire seul, quand même, quelque part. L'autre rencontre, Charine, tu le connais très bien, je pense, c'est Vincent, du coup mon meilleur ami, ton mari, le parrain de ma fille, qui s'est pas trop posé de questions, quoi. Il y allait et je connais pas plus d'entrepreneurs que Vincent, et qui a ouvert la voie à ça aussi. C'est-à-dire que je me dis, en fait, il le fait, il y arrive, il le fait. Oui, il y a eu il y a des loupés, il y a des ratés, mais c'est pas grave, il est debout, il y arrive, il avance, et feu, quoi. Il n'y a pas de problème. Et je me dis, ok, pourquoi pas toi, au final. Et cette réflexion, je l'ai eue, j'étais en 4e année d'école d'ostéopathie. Suite à un constat assez simple, le tout départ, c'était de se dire, voilà, j'ai mon frère qui est aussi ostéopathe, qui a 1 an de plus, qui était dans la promo dessus, et je voyais plusieurs personnes sortir de l'école après 6 ans d'études, 7 000 € par an, je vous laisse faire le calcul.
beaucoup à dépenser, du coup, ça coûte cher ces études, et on se retrouve avec des stades nationaux et qui étaient, à l'époque, il y avait plus d'un tiers des ostéopathes qui vivent avec moins de 700 € par an. Par mois, pardon. Pas par an, parce que par an, ça ferait vraiment pas beaucoup. Mais par mois. Donc, c'est pas ce qu'on aspire après 6 ans d'études. Parce qu'à l'époque, c'était encore 6 ans. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là, pour ces gens qui ont fait autant d'études, pour les aider, encore une fois, à avoir un peu plus de travail. Et l'idée, ça a été, au tout départ, d'amener l'ostéopathie là où elle n'y était pas. Là où on l'entendait pas, ce que tu disais au départ, Mélanie. Donc créer une ouverture de ce métier, l'ostéopathie, vers de nouveaux horizons. Et ça a été de faire rentrer l'ostéopathie dans les entreprises. Et ça a été l'idée de départ, avec de la consultation. Et après, on a fait grandir l'idée un peu différemment avec ce qui est MyOstéo aujourd'hui. Et voilà comment c'est venu l'entrepreneuriat. Et puis après, t'es piqué au vif, quoi. On va dire, ça donne envie de continuer. C'est des challenges différents. Au début, c'était ça. Maintenant, on a une équipe, on est content de la faire vivre, d'être avec eux. C'est des aventures du quotidien, quoi. C'est pas toujours facile, mais qui est hyper enrichissant. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, une première question finalement, c'est qu'est-ce que l'ostéopathie ? C'est quoi ? Pourquoi on va voir un ostéopathe ? L'ostéopathie, c'était défini, alors il y a plusieurs définitions. Il y en a une qu'on nous a donnée qui était, c'est un art dans le sens artisan, donc une médecine manuelle, qui permet de rééquilibrer le corps. En fait, ça repose sur plusieurs piliers, notamment un qui est l'autorégulation du corps, qui la naturopathie, ça doit vous parler un petit peu sur l'état d'homéostasie du corps. Donc le but de l'ostéopathe, c'est venir rééquilibrer le corps pour que lui puisse lui-même se guérir, entre guillemets, si on peut parler comme ça. On n'est pas un médicament qui va cibler une douleur, une cause, et qui va solutionner le problème. Non, on va dire au corps, il y avait ça qui était bloqué, il y a ça qui t'empêchait de fonctionner normalement, je t'aide un petit peu à te remettre en place pour que tu puisses utiliser cette partie-là, pour que tu puisses toi-même faire le travail. On est des feignants, en fait, en ostéopathie, tout simplement. Et ce que je dis à mes patients, moi, je travaille pas toute la journée. Je pourrais pas faire des 8h, 20h comme ça si je devais travailler, c'est ce que je leur dis. C'est eux qui bossent. C'est pour ça aussi qu'on se sent un petit peu fatigué si vous avez déjà fait de l'ostéopathie après une séance. C'est parce que le corps travaille un petit peu derrière. On lui donne des informations. On va redonner ce qu'on appelle, nous, des fulcrums, donc des points d'appui au corps pour qu'il puisse se guérir. Et alors, pourquoi remettre le corps au centre ? Est-ce que c'est indispensable ? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, d'intelligence émotionnelle, mais finalement, on ne parle pas beaucoup de posture et de ressenti physique. Le corps, c'est un acquis, on l'a tous. Hein. On est avec, on a un capital santé, il est là, sur de multiples éléments, on va dire, niveaux du moins. Et le corps, c'est la première interface qu'on a avec les gens. On peut dire ce qu'on veut, mais quand on voit quelqu'un de loin, on peut avoir un avis, quelque chose. Quand on va parler, il y a quelque chose qui se dégage. Le corps émet quelque chose, et c'est ce qui crée le lien aussi. Mais il émet un champ électromagnétique, ça c'est... Sûrement. C'est prouvé. Qui émet donc un champ électromagnétique. Et et c'est... Si on prend pas soin de ce corps, on peut faire une analogie assez simple, c'est un mécanicien, il va prendre soin de la voiture, n'importe quel artisan va prendre soin de son outil, et tout le monde travaille avec un outil qui est celui du corps humain finalement. Et ne pas en parler, ne pas faire attention à ce corps-là, c'est oublier quelque chose d'hyper important, quoi, quelque chose qui nous fait marcher, qui nous fait vivre, tout simplement, quoi, qui nous fait exister, quoi. C'est cette enveloppe-là qui fait qu'on peut avoir de l'interaction et pas autre chose. Et si on la malmène, forcément, au bout d'un moment, il va se passer certaines choses qui sont pas très joyeuses. Voilà. Et justement, aujourd'hui, on est dans une société où on est plus ancré, on est désincarné. Et selon toi, quelles sont les conséquences directes sur notre physique de cette désincarnation ? Ce qu'on peut en dire, je pense, c'est on va être en mode pilote automatique, en fait. C'est-à-dire qu'on va se laisser porté par ce qui se passe plus qu'autre chose, advienne que pourra pour mon corps, et c'est tout. Et le problème, ça se ressent au quotidien, moi, avec mes patients. C'est des gens qui viennent
pour une douleur, sans analyser la douleur. C'est un peu consommable aussi. Aujourd'hui, le soin, je vais pas bien, tu me soignes, je repars et je reviendrai. Il y a un peu ça là-dedans. Donc, une des conséquences, c'est ça, c'est de plus s'approprier son corps, je sais pas, mais en tout cas, c'est difficile d'être en pleine conscience de son corps et de ses possibilités si on prend pas en compte tout l'aspect mental ou l'ancrage qu'on a dans la vie de tous les jours. En fait, il faut se dire que mon corps est là, il faut dire mon corps il a ses douleurs, il exprime quelque chose, qu'est-ce qu'il veut me dire, comment je peux l'analyser. Alors on va pas partir sur de la philosophie de comptoir non plus, s'il y a ça, il y a machin, etc. Mais en tout cas, s'il y a douleur, il y a quelque chose. Ça, c'est certain. Il y a aujourd'hui, sur la douleur, il y a des modèles qui sont sortis et qui sont beaucoup utilisés maintenant, les modèles biopsychosociaux, qui montrent bien que la douleur elle-même, la seule douleur n'est plus que biologique. Elle a un impact qui est psychologique, donc c'est l'état émotionnel du patient au moment T. Donc, est-ce que je suis un burn-out? Est-ce que je suis hyper stressé? Comment je me sens dans mon quotidien? Donc ça, aujourd'hui, il faudrait avoir des stats qui nous disent qui n'est pas stressé, on va dire, ou comment on ressent ce stress-là. Et puis, on a tout le côté social, c'est-à-dire que comment je suis épaulé dans ma vie de tous les jours. Est-ce que j'ai ma famille? Est-ce que j'ai mes amis? Est-ce que j'ai des gens qui me permettent de me dire, là, ouf, attention, là tu vas un peu trop loin. Ou attends, là t'as cette douleur, ça va pas, je vais t'aider, je suis avec toi, je te porte un petit peu. Et on sait que c'est une société où on est de plus en plus isolé. Donc voilà, il y a tous ces modèles-là à prendre en compte. Donc je pense que si on fait pas attention à son corps et à tout ça, on risque on en paie déjà les frais de toute façon. Et justement, quelles sont les tensions ou déséquilibres corporels qui sont liés directement à une surcharge mentale ou émotionnelle? Toi, tu dois en avoir forcément, parce que je me demande même si c'est pas la première cause des douleurs, non? Ouais, la surcharge vraiment bien au niveau de cette partie-là, là, je crois que... Ça, les trapèzes... c'est ça. Porter le poids du monde sur ses épaules, c'est ça. C'est ça. Déjà, il y a une difficulté d'analyser quand même la douleur. Une douleur, on parle de trapézalgie, du coup, donc du manque à mettre algie après un mot, ça veut dire douleur, d'accord. Trapézalgie, donc douleur des trapèzes. Une trapézalgie, elle peut venir d'un problème de santé mentale, on va dire, de manière générale. Ça peut être un problème aussi au sport, un problème TMS, de posture, etc. Donc, difficile de le dire, on va dire, de prime abord. Donc, on va investiguer ça, déjà. C'est la première des choses. Et après, on a des zones qui sont connues, les cervicalgies, donc les douleurs cervicales. On peut avoir des problèmes respiratoires, avec le diaphragme notamment. Problèmes digestifs, vous êtes mieux placé que moi pour en parler, je pense. Le bas du dos aussi. On va pas oublier tout ce qui est partie mâchoire, avec le masséter, les muscles du serrage de dents. Ouais. Ici, qui entraîne aussi le bruxisme, par exemple. Les temporaux aussi, le muscle temporal qui vient sur le serrage aussi de l'ATM. Qui fait des migraines, du coup, des maux de tête. Ouais, qui peut amener des maux de tête aussi. Donc le stress peut avoir un impact direct sur les maux de tête. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Je pense que le stress joue dessus. C'est toujours pareil, c'est difficile de quantifier une seule douleur directement et faire un petit raccourci sur j'ai mal à la tête donc je suis stressé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'auto-diagnostiquent aussi aujourd'hui. Alors on a ChatGPT qui est très performant aujourd'hui, et toutes ces IA qui marchent bien sur certaines choses, mais voilà, il y a des professionnels pour ça aussi. Et un mal de tête, c'est plurifactoriel. Alors oui, il peut être directement lié à une source de stress. La source de stress aussi peut révéler une pathologie latente aussi, une problématique de mal de tête qui peut être liée à autre chose aussi. Mais on amène une fatigue du corps à ce moment-là qui révèle une pathologie latente aussi. Et justement, indépendamment même de l'aspect charge mentale, santé mentale, est-ce que de façon plus générale, tu as pu voir relever des signaux, des douleurs que les gens un peu mettent de côté et ne réagissent pas vis-à-vis de cette douleur et donc finalement pensent que c'est un peu presque du quotidien et qu'il y a pas qu'il faut négliger. Enfin voilà, ils le négligent au final, ils se négligent in fine. J'ai envie de dire toutes les douleurs. Ouais. C'est triste, mais c'est vrai.
ça reprend le propos que je disais tout à l'heure, avec la désincarnation du corps, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on ne fait pas attention aujourd'hui à nos douleurs, aux signaux qu'on peut avoir du corps, à un moment donné, il y a plein de choses qui vont nous passer sous le nez, quoi. Et c'est ça qui est difficile. Alors on peut reprendre ce qu'on a dit avant avec cette histoire temporaux, masséter, cervical, système digestif, tout ça. Et c'est vrai, ça c'est des signaux assez faciles. Mais une douleur en soi, si elle apparaît, c'est qu'il y a quelque chose. C'est le langage du corps en fait. C'est le corps qui essaie de nous parler. Et plus on est désincarné, et moins on ressent la douleur d'ailleurs. Et d'ailleurs plus elle augmente. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Très vicieux parce que on se dit, bah, ça va, moi, la douleur, je peux la garder, je peux la surmonter aussi. Donc, ça, c'est très difficile. Ouais. Et ça, c'est... La société aussi nous apprend ça. Enfin, quand on est tout petit, en fait, on se dit, ah non, la douleur, il faut réussir à la gérer, sinon je suis une chochotte, ou voilà. D'autant plus vrai pour nous. Ouais, d'autant plus vrai pour les hommes. Non, mais clairement, c'est vrai. Donc, c'est quoi bien écouter sa douleur et bien l'interpréter aussi? En fait, c'est... Déjà, faut être incarné. Ouais, c'est ça. Et puis, ancré. C'est une bonne question parce que il y a des douleurs qu'on connaît. Moi, je sais que, par exemple, mon bas du dos, il me fait mal. J'ai une discopathie. Je sais que c'est comme ça, que de temps en temps, je vais avoir mal en bas du dos. Elle est OK. Par contre, je suis pas sujet aux cervicalgies, aux douleurs cervicales. Mais aujourd'hui, j'ai mal au cou. Pourquoi ? Par exemple, quelque chose qui arrive de manière inopinée, sans raison. Ça, c'est des signaux quand même. Se dire, c'est là, hier, ça y était pas. J'ai rien fait. Ça, au cabinet, on l'entend. Ah, je comprends pas, j'ai rien fait. Ok, maintenant, on va creuser. J'ai mal dormi, c'était mon oreiller, mais non, en fait. On sait que c'est quand même... Pas forcément, ouais, c'est ça. Ouais, il y a autre chose. Pas forcément. Et quand on creuse, il y a toujours une source de stress quelque part. Après, elle est plus ou moins conscientisée et géré par le patient. Et c'est OK parce que ne pas être stressé, pas vraiment possible, on va dire. Il y a toujours quelque chose qui stresse et puis c'est pas plus mal. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est un système qui est physiologique pour le corps, le stress. On pourrait le définir. Il y a une définition du stress qui est intéressante, qui est que c'est une réponse physiologique de l'organisme pour maintenir un état d'équilibre intérieur. Donc, il n'y a pas plus positif que ça pour le stress. Donc, notre survie. Notre survie, voilà, c'est primaire. Donc, il faut que ça y soit. Mais ça, c'est un stress aigu. Il est bon. On va faire le podcast. Il y a un petit stress. C'est le stress chronique qui ne va pas être bon, en fait. Donc, essayer de rapprocher les choses, peut-être. Essayer de se dire, j'ai cette douleur qui est là. Pourquoi elle est là ? En fait, j'ai déménagé, j'ai des courbatures. Ok, ça va. Par contre, j'ai rien fait. Et ici, là, c'est de plus en plus lourd. Je me sens pas bien, je me sens de plus en plus bloqué. Là, peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Donc, ne pas hésiter à consulter. Est-ce que tu as remarqué déjà des personas patients ? C'est un peu comme dans les métiers du BTP. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de parler avec ma com sur quelle personne on va cibler, tout ça. Mais c'est vrai, on peut le transposer parce qu'il y a des patients types. C'est vrai. Il y a des patients types qui existent, que ce soit, tu parlais du BTP, mais on a des gens qui sont habitués à avoir un travail physique, par exemple. C'est des gens qui, s'ils devaient s'écouter aux premières douleurs, malheureusement, ils continueraient pas le travail. C'est des gens qu'on va voir en cabinet, moi je le sais, soit aux vacances, soit à la retraite. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui... les bobos du quotidien, on va dire, des douleurs. Et puis, le bobo du quotidien, pour eux, c'est peut-être la grosse douleur pour nous, qu'on s'entendait bien. Mais ces gens-là, ils vont la mettre de côté. Il faut que j'aille travailler, faut que j'aille bosser, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Mais du coup, ils se désancrent. Enfin, ils sortent presque de leur corps pour... C'est plus une priorité pour eux. Ben, c'est ça. C'est plus du tout une priorité. C'est là où ça devient un danger, puisque du coup, ton corps va t'envoyer des signaux de plus en plus forts. Ouais, ils ont toujours les mêmes douleurs, ces gens-là ? Ouais, par exemple, BTP, c'est les lombaires. Okay. Les lombaires, à 90%, c'est la lombalgie. On les retrouve que ce soit au cabinet, mais que ce soit à MyOstéo quand on fait de la formation. C'est la lombalgie, en priorité. Ces gens-là, en fait, ils vont... c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'ils ont un travail physique qui est très bon. S'il est respecté dans certaines formes de gestes et postures, on va dire...
Donc ils se remusclent, ils ont des muscles profonds, c'est des muscles qu'on dit antigravitaires, c'est grâce à eux qu'on se maintient, hein, qui sont toujours en contraction. C'est des muscles qui ont une contraction involontaire, ces muscles-là ils sont surtout le long de la colonne vertébrale, devant aussi avec notamment le transverse aussi qui vient nous permettre aussi un peu de gainer et tout ça, mais qui viennent stabiliser cette colonne vertébrale et qui viennent nous protéger aussi. Et eux, ça c'est vraiment du béton, vraiment eux ça bouge pas. Par contre, si ils font pas attention à l'utilisation de leur corps et aux signaux d'alerte, mais par contre, on va aller retrouver certaines pathologies qui sont liées à leur travail. Souvent, on retrouve de l'hernie discale, par exemple, notamment au niveau L5, S1 sur les deux dernières vertèbres lombaires. Ouais, après, c'est plus résorbable, quoi. Voilà. Mais il y a un côté aussi où ils l'acceptent aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils savent que c'était comme ça. Ouais, alors, sûr. ça t'a changé. Changé. Tu le remarques, ça, les jeunes générations sont plus conscientes ? Sont plus conscientes. Nous, on le voit. Alors, je le vois à la fois au cabinet, d'une certaine manière, parce que j'ai des patients de plus en plus jeunes qui viennent parce qu'ils veulent durer dans le temps. Mais je le ressens aussi dans les formations, où de plus en plus, en fait, les jeunes générations sont aussi intéressées par ces nouvelles pratiques, ce qu'on peut donner, nous, dans les entreprises. Et les anciennes générations... On en a de deux types. On a ceux qui disent c'est trop tard, et ceux qui comprennent qu'il y a le bien vieillir aussi derrière. Et voilà. Et les pathologies des gens qui sont tout le temps au bureau et qui bougent pas justement, etc. C'est costaud. Ouais. Surtout avec l'âge en fait, parce que du coup les muscles profonds dont tu parlais, que les ouvriers en BTP ou en tout cas les collaborateurs dans le BTP ont pour se maintenir parce qu'ils sont tout le temps debout, ils sont tout le temps actifs. Eux l'ont pas. Voilà. Eux l'ont pas. Et je vous pose une question du coup. Est-ce que vous pensez qu'on a plus de pression sur le disque intervertébral qui va être quand on est debout ou quand on est assis ? Assis. Voilà. Ok. C'est clair. Dans l'inconscient des gens, c'est debout. Oui, c'est l'inverse. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. Donc, quand on va être là, assis, on va mettre plus de pression sur le disque intervertébral. Si je mets un enroulement lombaire ou autre, on va. Et en plus, selon comment on s'assoit, si on croise les jambes, comme je suis en train de faire. Ça encore, ça on peut en parler, mais la posture en soi, ce qu'il faut retenir, le leitmotiv, on va dire, c'est le mouvement. L'immobilité est pas bonne. Rester comme ça. Droit, dos vertical, compliqué. Ouais, surtout que souvent c'est plutôt comme ça. Voilà. Bien sûr. C'est ça, un enroulement lombaire. Et en plus toujours avec les mêmes gestes, avec l'ordinateur, la souris, le machin. Se lever, croiser les jambes un peu. Moi je croise les jambes souvent, les croiser de l'autre côté, rester droit, ça va chier un petit peu pour étirer les structures passives derrière. Tout est bon, en fait, mais il faut bouger. Et oui, ces patients-là, pour y revenir, donc, on va dire, poste administratif, on va l'appeler comme ça, ou de travail de bureau, du moins, on retrouve beaucoup plus de cervicalgie, du coup, dû à l'utilisation de l'écran, des épicondylites, du syndrome du canal carpien, des choses comme ça, qui arrivent avec le temps. Voilà. Ouais. La lombalgie, elle arrive, mais elle va arriver avec un effort derrière. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas l'habitude. Et donc, du coup, pour le coup, ils vont déménager, ils vont se faire mal. Et alors, les dirigeants, les entrepreneurs, ils ont des pathos ou des douleurs spécifiques ou pas ? On peut identifier un dirigeant d'entrepreneur qui vient au cabinet et tu sais pas ce qu'ils font ? On peut, parce que c'est assez simple. C'est j'ai pas le temps, je me suis bloqué le dos et il faut que je sois sur pied rapidement. Vite. Et voilà. Et j'arrive et je suis comme ça. Et je suis tout bloqué et je bouge pas. Ou, voilà, on la connaît. Et j'ai le cou qui bouge plus. Et voilà, alors ça c'est typique. Et entrepreneur à tout niveau. Bien sûr. Je suis peintre, je suis artisan, j'ai une boîte de 50, 60, 100 salariés et c'est toujours la même chose. Je sais pas si au bout d'un moment ça change, mais ouais, on les reconnaît à ça. En fait, je les vois rarement. Je peux pas dire jamais parce que ça arrive. Ils ont pas le temps, c'est vraiment quand ils peuvent plus travailler. Ils prennent pas le temps. Ouais, ils prennent pas le temps pour ça. C'est vraiment encore autre chose parce que quand j'en discute avec eux, mais là, ils ont pris le temps pour venir me voir au cabinet. On a une demi-heure, 45 minutes, entre midi et 2, ils peuvent le prendre. On n'a pas besoin d'y aller tous les jours. Donc ouais, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et quand ils viennent chez toi, il y a une prise de conscience qui se fait après ? Est-ce qu'ils viennent plus régulièrement ? Ou non, c'est vraiment, hop, j'ai réglé le truc et on verra, advienne que pourra la prochaine fois. Il y a les deux types. Il y a même 3 types. Il y a, ouais, super, c'était super, allez, ouais, je reviendrai, ouais.
Non, c'est cool, je le revois dans un an avec tout bloqué. Voilà. Ouais, je savais, ouais, tu m'avais dit, il fallait que je vienne et tout. Puis il y a celui qui te dit, ah oui, un bon commercial, oui, c'est vrai, tu as raison, je vais prendre soin de moi, je vais faire attention, etc. Il faut qu'on se marque un rendez-vous dans 3 mois, mais moi, j'ai pas ma visibilité maintenant, donc bon, je te rappelle. Très bien, tu dis, il a pris conscience du truc. Non. Il a peut-être pris conscience mais il n'a pas intégré que l'importance, on va dire, de prendre soin de son corps. Ça va être secondaire. Et après, il y en a certains qui le comprennent, je ne saurais pas dire d'ailleurs si c'est avec l'expérience ou pas. Je pense que c'est entrepreneur dépendant. C'est chacun qui va un peu midi à sa porte là-dessus. Et justement, on parlait donc du fait de se négliger, etc. Et souvent, quand il y a cette négligence et qu'on ne va pas se faire soigner, il y a vu qu'il y a un déséquilibre dans le corps, il y a un phénomène de compensation qui se met en place. Je ne sais pas si tu pourrais dire quelques mots sur ce sujet. Pour en parler, je pense qu'il faut reprendre ce dont on parlait tout à l'heure, qui était l'homéostasie du corps, c'est-à-dire que le corps va être en permanence en recherche d'équilibre. Il va essayer de chercher à s'adapter à n'importe quelle situation. Son but à lui, c'est de fonctionner. Ok ? Si à un moment donné, je sais pas, j'ai une posture qui est pas la bonne parce que je suis stressé, par exemple, ou je vais me refermer un peu sur moi. Ok, ça va amener de la tension qui va être tout le temps là, tout le temps présente. Donc le corps, il faut qu'il compense ça, cette hypertension à un endroit. Donc peut-être que je vais schématiser, parce que voilà, il y a des millions et des millions de schémas, on les connaît pas tous et heureusement, on les trouve au fur et à mesure en testant nous. Mais je sais pas, il peut y avoir un petit dérangement intervertébral mineur, une coupole diaphragmatique qui va se spasmer à un endroit, des paravertébraux à un autre endroit, un bassin qui va manquer de mobilité, une cheville parce qu'une vieille entorse mal soignée peut-être, et tout ça, le corps va essayer de rééquilibrer petit à petit et de compenser une situation. Et ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, le corps, en fait, ce qu'il fait, lui, c'est que il commence à compenser, et puis il dit là, il faudrait que tu t'occupes de toi. Et donc, il allume un premier signal. Le trapèze droit de Mélanie. Paf, il y a un peu mal. Au hasard. Au hasard. Tac, ici, ça fait un peu mal. Ok. Vas-y, moi, j'avance. Ça, je sais, ça va. Je peux avancer, tout va bien. C'est une petite douleur, ça va passer. Ok, elle m'a pas écouté, Mélanie. Attends, je vais lui mettre un autre truc. Bam, une douleur à la base du crâne. Ok, en plus. Ça fait 2. Ouais, quand même, ça commence à tirer. Le soir, c'est un peu dur. Je commence à avoir des difficultés à m'endormir. Elle écoute toujours rien, cette Mélanie. On va lui mettre une grosse tension un peu en bas du dos maintenant. Ok. Non, c'est bon, j'ai encore le temps. Le corps, lui, au bout d'un moment, il dit non, là, t'as plus le temps. C'est soit tu vas te faire soigner, soit on arrête tout. Et pour arrêter tout, qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, au niveau cervical, il va créer un torticolis. Donc, il fait disjoncter, il fait péter le fusible, comme on dit. Okay. Et ce fusible, c'est là-haut, c'est le cervical. Et il arrête. Il t'arrête. Il t'arrête. C'est-à-dire que je te mets un torticolis et je te dis, là, tu peux plus fonctionner. Ta seule manière de fonctionner, c'est quoi ? C'est de te faire soigner. Et là, t'y vas. Et comme par hasard, là, on a le temps, là, on prend le temps qu'il faut pour se soigner, voilà. Et le corps, il réagit un petit peu comme ça. En fait, le corps, il te dit ce que tu veux pas entendre. Ce que la tête ne veut pas entendre, ne veut pas accepter. Souvent, qui veut pas accepter ou pas entendre, ouais. Oui, pas accepter non plus, parce que c'est un aveu de faiblesse d'avoir des douleurs. Donc c'est difficile à dire, c'est ok avec ça. Alors que ça serait ok de dire que ça va d'avoir mal, parce que c'est logique. Toute machine, au bout d'un moment, elle a besoin d'entretien. Exactement. Et c'est pas grave en soi. Et on va faire ce petit entretien pour éviter justement que le fusible pète, tout simplement. Alors on va passer à notre prochaine section qui est le lien entre posture, cerveau et performance. C'est un lien qui est hyper intéressant. Comment et en quoi est-ce que la posture, elle peut impacter directement la concentration, la fatigue ou même l'humeur ? La posture, alors j'ai fait quelques formations en posturologie aussi. Alors, ça me demande encore d'aller le travailler, mais quelques degrés supplémentaires. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des liens forts déjà entre posture,
et des personnes qui sont 10, par exemple. Voilà, on retrouve des liens là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des troubles posturaux qui sont en lien avec certains 10. Par exemple, on peut avoir... T'as un exemple concret? Ils ont 10, c'est de dyslexie. Oui, pardon, il faut expliquer. Tout le monde, alors, c'est des schémas qu'on va pas expliquer là, mais oui, qu'on peut retrouver sur... tu prends des enfants qui sont dyslexiques, on va trouver des schémas de posture et qu'on va travailler, par exemple, en posturaux, et qui vont permettre à l'enfant... sortir du 10, je sais pas, mais encore, par contre, beaucoup les aider dans leur apprentissage derrière. Ouais. Ah, je pensais pas que ça allait jusqu'à avoir un impact sur les 10, quoi. On prend les enfants. Les enfants, ils ont des réflexes archaïques, les nouveau-nés. D'accord. Peut-être tu peux définir ce que c'est qu'un réflexe archaïque, ouais, parce que nous, on sait, mais... C'est des réflexes qui sont là sur les 6 premiers mois de la vie, qui sont nécessaires pour acquérir un développement moteur. Il y en a un qui est très connu, c'est chez le bébé, vous lui mettez le doigt et il va vous l'attraper, ce qu'on appelle le grasping, par exemple. Voilà. Et ça doit être intégré par le nouveau-né pour pouvoir bien se développer. Si c'est pas le cas, on va retrouver des troubles de la posture derrière. On peut retrouver des troubles du développement. Alors, ça commence dès cet âge-là. Ouais, dès cet âge-là. Dans les réflexes archaïques, s'ils sont pas bien intégrés, à ce moment-là, il peut y avoir un impact tout au long de sa vie sur la posture. Ouais. Ça fait partie des prochaines formations pour moi. Parce que qui sont passionnants. Je pensais pas. Ah oui, donc tu m'étonnes quand je te dis est-ce que la posture a un impact sur la concentration, l'humeur ou la fatigue. Complet. J'ai fait une formation en pédiatrie aussi avec Hélène Tacussel. Ça a été un bouleversement parce que ma fille avait 8 mois et je n'aurais jamais dû la faire à ce moment-là, moi, c'est pas grave. Et ma fille faisait pas le 4 pattes. Donc je dis c'est pas grave et tout. Et elle nous disait qu'il y a une étude qui montrait qu'il y avait un lot d'enfants 10, d'accord, dyslexiques, etc. Dans ce lot, 90% n'ont pas fait le 4 pattes. Ils ne sont pas passés par le 4 pattes. Tu sais que je suis dyslexique et que j'ai pas fait le 4 pattes. Voilà. Non, mais c'est un truc de fou. Et du coup... Je fais partie du lot. Voilà. Pour une fois que je suis pas en dehors des chiffres. Donc voilà, on voit bien le lien entre ce 4 pattes, donc qui a un niveau d'intégration motrice, un NEM qu'on appelle, et qui est important à intégrer pour l'enfant. Alors ça ne veut pas dire, attention, que parce qu'on n'a pas fait le 4 pattes, évidemment, qu'on est dyslexique. Non, bien sûr, évidemment. Okay, mais on a remarqué quand même un lien une proportion là-dessus. Voilà. Donc ma fille ne faisait pas le 4 pattes, donc elle est chez le kiné pour faire le 4 pattes. Ça, c'est pas grave de ne pas l'avoir, c'est le stress parental, c'est tout. Mais voilà. C'est super intéressant, ça montre vraiment cet impact-là qui est très important de la posture. Tout à fait, c'est passionnant. C'est important de prendre aussi à la base parce que c'est... Et alors, quand on grandit, comment ça évolue, justement ? Comment ça peut impacter notre performance ? Faiblesse musculaire, asymétrie de tension, voilà, plein de choses, de la fatigue, des troubles de la concentration, des troubles de la vue, plein de choses qui peuvent... Troubles de la vue ? Ouais. Donc ça veut dire que mécaniquement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément optimal et du coup, ça va avoir un impact directement sur la qualité de notre vision. Aussi. Oui, absolument, parce qu'après, au niveau du centre de gravité, etc., c'est plus du tout le même. Donc, et on voit aussi, c'est un petit peu schématique et peut-être un peu caricatural, mais c'est quand même la réalité. Souvent, des personnes avec une posture très, qui est renfermée, avachie, etc., souvent, il peut y avoir aussi des difficultés, du stress, davantage, Il y a une étude, sur justement cette posture qui était sortie, qui avait pris un lot d'étudiants, et qui, sur un lot d'étudiants, les avait gardés en posture droite, et d'autres refermés. Et ils ont montré qu'il y avait plus de taux de réussite sur les personnes qui étaient droites et de taux de concentration plutôt que sur les personnes qui étaient recroquevillées. Mais c'est lié aussi à la respiration, non ? D'ailleurs, c'était notre prochaine question. Désolée, j'anticipe. Mais le fait d'être comme ça, est-ce qu'il y a un fonctionnement optimal des poumons ? Alors, des poumons, je ne sais pas, je pense pas. Au global, dans la circulation, du diaphragme, ça c'est sûr que non, déjà. Donc, le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, qui est sur les 6 dernières côtes, ici, donc en deux coupoles comme ça, et on a 2 piliers derrière, il y a un petit centre phrénique devant. Et quand on inspire, ce diaphragme, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va descendre. Donc en descendant, il va venir écarter les côtes. Il va écarter les côtes pour faire quoi ? Pour faire plus de place, pour que les poumons puissent se gonfler. Et à partir de là, l'air va rentrer, et donc oxygénation. Si j'ai cette posture voûtée, ici,
Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que je vais pouvoir vraiment ouvrir de manière optimale mon système costal? Est-ce que je vais pouvoir descendre facilement mon diaphragme? Ben non, forcément non. Donc peut-être on va avoir un problème d'oxygénation, on va fatiguer plus vite, on va être plus en crispation. C'est là que viennent les problèmes de concentration, la fatigue et même potentiellement l'humeur, quoi. Qui peuvent venir, ouais. Et donc, tu expliquais justement par rapport à cette problématique de posture, etc., que l'absence de mobilité du corps, en fait, ça permet de mettre en avant que cette absence de mobilité du corps peut avoir un impact sur la santé mentale et sur le fait d'avoir davantage de stress, etc. Donc, ça montre vraiment, ça rejoint un peu les questions qu'on avait au début, mais ça montre directement par ces exemples-là que tu viens de citer que l'esprit et le corps sont totalement c'est complètement lié. Ça c'est pas nouveau. De toute façon, je pense que c'est tout le monde l'a capté. Après, tout le monde l'intègre plus ou moins derrière, mais c'est connu en tout cas. Ça faire du sport. C'est connu. La somatisation aussi. Somatisation, c'est le corps qui va révéler des tensions à un moment donné. Il y a un exemple assez parlant de ça pour le coup, pour parler de somatisation. On parlait tout à l'heure aussi d'exemples de douleurs qui on ne faisait pas attention et qui pouvaient révéler une problématique. Ça me revient maintenant, mais j'ai des patients qui viennent et on va dire à mars. Tout le temps en mars, à une période bien définie, 2 premières semaines de mars. Ok. Donc, première fois, on fait l'anamnèse, donc tout le questionnaire patient, voilà, l'histoire du patient, tout ce qu'on a besoin de savoir. Il n'y a rien qui sort. Ok. Si ce n'est, voilà, je travaille de bureau, etc. J'ai mal au cou. Oui. Traite une fois. Ok. L'année d'après, je la revois. Exactement pour les mêmes douleurs, au même moment. Il n'y a rien à changer dans sa vie. Toujours le même travail, etc. Et après ça, elle n'a plus toute douleur. Bizarre. Du coup, on pose la question, est-ce que en mars, est-ce que c'est une date anniversaire pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en mars pour vous, il y a quelques années ou autour? Et là, ça réfléchit. Ah oui, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu telle personne, on va pas rentrer dans d'autres choses, mais voilà, il y a eu un impact. Le corps se souvient. Le corps se souvient, et à ce moment donné, lui, il va dire, mais là, en fait, ça, c'est pas totalement réglé, et je te l'exprime de cette manière-là. Donc, ces patients-là, on va discuter avec eux de ce qu'il y a, de leur faire conscientiser finalement que à ce moment donné-là, il y a cette douleur qui revient chaque année, à tel moment, qui correspond à une date anniversaire. Et du coup, la solution, c'est pas tant l'ostéopathie à ce moment-là, elle est autre, donc on va rediriger vers des psychologiques, on va rediriger vers des professionnels qui savent s'en occuper. Et ça, c'est génial. En naturopathie, on a un dicton qui est génial, c'est ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais, ça, et cool. C'est tellement juste. Ça. Et nous, on le voit dans les problématiques aussi en naturopathie, notamment de digestion, etc., quoi. Et puis c'est passionnant. C'est d'autant plus passionnant que quand on a des patients qui viennent, des fois on le voit arriver. Des fois, on ne le voit pas du tout arriver et on va travailler un diaphragme, par exemple. On va travailler des tensions autour. Et la personne va se mettre à pleurer. Ah oui, c'était arrivé, ça? Ah oui, plein de fois. Plein de fois, en fait. C'était impressionnant, quand même. Comment tu gères ça? Parce que t'es pas le psychologue, toi, non plus. Ouais, moi, j'aime ça. D'accord. pas que les gens pleurent, hein. Pas ça. Mais on va couper ce passage. Ouais. Exact. Non, mais apporter cette aide-là, ça me met pas dans un inconfort. Ça veut dire qu'on a touché quelque chose. Ça veut dire que, voilà, on y est. On touche bien libérer le nœud, quoi. On y est. Et par contre, à ce moment-là, et ça, encore une fois, ça a été avec l'apprentissage aussi. Au début, je trouvais ça très bien. Le patient pleure, c'est bon, allez, on va le faire pleurer un peu plus, et pour qu'il libère toutes ces tensions, voilà. Mais le problème de ça, c'est que, alors le réceptionner, ça va, j'ai les armes aujourd'hui et avant aussi pour le faire, parce que ça me va, j'ai cette empathie-là qui me permet de bien le faire. Par contre, j'avais discuté avec une amie, Lucie, qui est médecin généraliste, qui m'avait dit, en fait, là, tu laisses dans la nature après. Et qui te dit qu'il ne décompense pas, qui te dit que ça va aller, quel suivi, en fait, tu as derrière. Et ça, j'y avais pas pensé, parce que moi, j'étais juste dans mon optique
performance de mon patient pour qu'il soit bien et que la clé pour aller bien, c'était d'exprimer tout ça, etc. Mais en fait, il faut que ce soit pluriprofessionnel. Seul, on va pas y arriver. Tu fais partie. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut rester à sa place. C'est-à-dire que, OK, j'ai diagnostiqué ça. Très bien. Maintenant, je passe la balle à mes collègues, quoi. Et là, il faut les orienter parce que les gens, sinon, ils savent pas, en fait. En fait, il faut stopper à un moment donné, dire ce soin-là, on va dire. Parce que, voilà, il y a un côté aussi un peu gouroutisant avec ça, et qu'il faut faire vraiment attention. Et c'est une des dérives de l'ostéopathie aujourd'hui, c'est que on peut avoir certaines personnes, mais alors je parle de l'ostéo parce que je connais ça, mais c'est vrai dans n'importe quel métier. J'imagine que ça va être vrai dans la naturopathie, ça va être vrai n'importe où, mais l'envie de garder son patient pour soi et se dire je vais régler tout ça pour lui. Et les patients sont friands de ça. Parce qu'ils ont trouvé quelqu'un. Il y a une connexion. Bah ouais, ils ont trouvé quelqu'un. Ouais, mais dès qu'il y a de l'affectif, après, ça biaise. Justement, on le disait. On peut plus faire son travail correctement. Bah non, ils disent, lui, il m'a compris, il sait, lui. Mais... Oui, je sais. Mais alors, moi, je suis une béquille. Voilà. Pour t'aider à avancer. L'autre béquille, ça va être lui. Voilà. Et celui qui va trouver la solution, c'est toi. Et ça, c'est hyper important à garder, même pour les patients ou soit les dirigeants qui écoutent le podcast ou autre. C'est vraiment, chaque personne a un soin. On ne doit pas être interdépendant d'une seule personne. Ouais. Ce concept de dépendance, je trouve qu'il est hyper important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dépendantes à leur thérapeute, quel qu'il soit. Ça peut être le psy, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être... Et effectivement, je trouve que tu soulèves un point qui est hyper important et que les gens doivent conscientiser. En fait, on crée autour de nous un écosystème et on n'a pas... il faut faire attention à pas se reposer sur une béquille, comme tu dis. Bah non, c'est un tout. Une des lois de l'ostéopathie, c'est le corps est un tout individis. Donc c'est vrai aussi dans la prise en charge du patient. C'est-à-dire que voilà, la prise en charge en kiné, derrière, on en parlait en off tout à l'heure, prise en charge en psycho, moi j'ai des liens avec les médecins, c'est hyper important. Oui, justement, toi, ça t'arrive souvent de conseiller d'autres praticiens, justement, en fonction de la problématique. Aujourd'hui, on est professionnel de première intention, donc on vient nous voir sans diagnostic, sans ordonnance, du coup ça veut dire, donc du coup on a ce rôle-là de réaiguillage à fond, quoi. Parce que si on fait pas ça, il peut arriver plein de bricoles aux patients, donc au niveau des parapluies, on est formé pour ça, hein. On a fait les cours qu'il fallait pour orienter nos patients. Et un patient qui est orienté, il reviendra. Il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. Donc, bah oui, si tu commences à penser business, là, c'est mal placé. C'est exactement ça. Mais il ne faut pas. Mais c'est difficile. C'est difficile pour certains. Surtout quand on est en début, quand on s'installe. C'est exactement ça. Mais ça marche à court terme, ça. Pas à long terme. Et il faut se souvenir un peu comme tu parlais de ta mission de vie. Voilà. L'objectif, c'est d'aider les gens. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Si on veut prendre soin de soi, on ne peut pas être dépendant qu'une seule personne. Alors, c'est facile. Hein. On est réorienté, on est guidé. Ça va, vous inquiétez pas. Et donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si tu devais proposer une routine, on va dire minimaliste, quelque chose un peu les 2-3 petites choses de la routine qu'on pourrait utiliser pour entretenir un équilibre ostéopostural au quotidien, qu'est-ce que tu recommanderais ? Le premier conseil, c'est le sport. On ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas besoin d'abord d'être des champions. Marathoniens ou autre, mais... C'est même contre-productif, non ? Ça dépend. Ça dépend. C'est moi tranquille. Oui, non, contre-productif, je sais pas. En tout cas, faire quelque chose qui nous anime, en tout cas dans le sport aussi, c'est important. Bouger, du mouvement, ça c'est clair, net. C'est quoi le mouvement ? Le mouvement, c'est... Faire le mouvement ? Parce que je pense que tout le monde, c'est pas clair pour tout le monde. Le mouvement, c'est une différence entre, le mouvement et le sport. Oui. Et il faut les deux. Il faut les deux complètement. Alors, on va pouvoir le prendre sur plusieurs angles. Mais alors, le mouvement en soi, c'est arriver à bouger. C'est donner au corps une mobilité. La mobilité, elle peut se faire de plusieurs manières. Alors, on peut parler au bureau. Au bureau, il va falloir se lever. Il va falloir, c'est la première des choses, pas rester statique dans une position. On en parlait tout à l'heure. On va changer de position. Assis un peu avachi, jambes croisées, un peu sur le côté, etc. Et ça, voilà, donner du mouvement dans ce sens-là. Nous donner du mouvement aussi en tant qu'ostéopathe, c'est-à-dire qu'il y a des blocages qui se font dans le corps.
recréer du mouvement dans le corps pour qu'il puisse bouger, être bien huilé, comme on dit, mettre du WD-40 dedans. Hein. S'il y a des amis bricoleurs. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien de tout le monde. Alors, on entend souvent, je prends pas l'ascenseur, je prends les escaliers, je descends à une station de métro avant, ce genre de choses. C'est vrai, ça semble bête, mais c'est vrai. Et ce que tu disais, ça me fait penser à autre chose aussi, c'est que il faut du coup différencier deux choses. Il y a la sédentarité d'un côté et l'inactivité physique d'un autre côté. Et ça, c'est hyper important de faire la part des choses. Les deux provoquent des risques graves. Ça peut aller à des maladies de diabète, il y a des études qui ont montré le cancer, des risques cardiovasculaires, etc., des TMS, des troubles musculo-squelettiques, plein de choses comme ça, de la fatigue, des maux de tête, voilà, tout ça. Mais l'ostéoporose aussi. C'est quelque chose qu'on a vu dans un épisode avec le docteur Valérie Leduc, que le mouvement, le sport, les deux permettaient à l'os, en mettant une pression, une force, d'accélérer le fait de oui, ça le renforce. Bah oui. Et ça le renforce derrière. Ça, on n'en est pas conscient. Hein. Et c'est d'autant plus important. Oui. Quand on pense sport, on pense muscle tout de suite, mais c'est pas que muscle. Mais à partir de la ménopause, l'andropause, c'est hyper important. Ouais, puis ça se joue aussi un peu avant aussi. C'est-à-dire qu'il faut... pour la croissance aussi. Créer une culture du mouvement aussi pour le corps, quoi. Plus il est habitué, plus c'est facile. On parle pas de perte de poids ou autre, on parle pas du tout de ça, on parle vraiment de mouvement. Et se dire cette différence entre sédentarité et inactivité physique. La sédentarité, c'est la position assise, par exemple sédentaire, je reste 3 heures assis dans la même position sans bouger. Une étude là qui est sortie et qui a montré que rester 3 heures d'affilée assis augmente de plus de 3% les risques de décès. C'est beaucoup, 3%. Oui. Que 3 heures. Que 3 heures d'affilée. Déjà, là, on va rester 3 heures ensemble. Donc... on bouge un peu. Voilà. Mais voilà, mais de manière chronique, je parlais. D'accord ? Donc déjà, il y a ça. Donc ça, on peut le casser très facilement. On en parlait juste avant avec l'histoire du mouvement. On se lève, on prend les appels de vin. Se prévoir des pauses aussi. Se prévoir des pauses. C'est hyper important pour notre chronobiologie. Hyper important parce que on voit plein de personnes qui sont à fond dans le travail, qui disent je prends pas de pause et ça peut être même contre-productif derrière. Donc ça, c'est la première des choses, sédentarité. Et après, l'inactivité physique, c'est ne pas respecter ce que dit l'OMS en termes d'activité physique. Elle recommande à peu près une demi-heure par jour, 30 minutes d'activité physique par jour. Donc d'activité physique, c'est le cœur, du coup, qui va travailler, qui va un peu monter en pulsation et qui va faire une vraie activité physique. Parce que c'est un vrai enjeu pour nous aussi dans les formations, quand on a un public justement BTP, qui fait une activité physique toute sa journée. Et du coup, on leur dit, mais en fait, c'est deux choses différentes. En fait, il y a ton activité physique à toi, c'est très bien, mais aussi, est-ce que toi, tu prends du temps pour toi derrière ? Une activité sportive pour aérer ta tête, pour prendre du plaisir, ce genre de choses. Et ça, vraiment, c'est deux pans à prendre en considération, parce que je peux être sédentaire tout en courant un marathon. Absolument. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal comme ça, et ça ne compense pas. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Ça, c'est une notion à garder. Ça, tout à fait. Est-ce que dans cette routine un peu quotidienne, c'est important aussi, alors quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on commence à approcher les 40, je trouve que c'est assez intéressant le matin pour se réveiller, de faire quelques mouvements. Alors, c'est pas du sport, mais de faire quelques mouvements. Un éveil musculaire. Ouais, un éveil musculaire. Et moi, je le fais de plus en plus. Bon, parce que j'en ressens le besoin. Avant, on n'en ressent pas le besoin. Mais j'ai l'impression vraiment que dans cette dynamique d'homéostasie, ça nous aide énormément pour le reste de la journée. Je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'ostéopathe. C'est hyper important. Je pense que de dégripper le corps pour lui dire, ben voilà, tu vas aller dans ta journée, on va te préparer à cette activité-là par des petits mouvements. C'est hyper important. Moi, je vois les patients âgés qui sont le plus en forme que j'ai au cabinet. C'est des patients qui ont des routines matinales. Mais ouais. C'est tout. J'ai un papy de 85 ans, il faisait des pompes. Oh, mais j'adore. Bah ouais, mais c'était énorme. Et puis ce papy-là, il était en pleine bourre. Tous les jours, il allait marcher 1 heure, il faisait ses petits mouvements le matin. Alors oui, ils ont des douleurs. Oui, il me dit, j'ai des douleurs et tout, mais je fonctionne. J'avance. 85 ans, c'est beau. Hein. Ouais, faire des pompes à 85 ans.
Et il était en pleine forme. Il y en a qui n'arrivent pas à 30. Hein, non, donc, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est pareil. C'est avant de manger le matin, c'est bien de mettre le système digestif en marche aussi. On ne va pas attaquer avec un café d'entrée. Voilà, ne faites pas ça. Voilà, merci de l'avoir dit. Comme bonne pratique. Il faut un peu d'eau, c'est ça. Avant, c'est ça. Bien s'hydrater après la déshydratation de la nuit. Non, mais c'est super intéressant et je pense que c'est aussi intéressant finalement pour les gens qui se disent, enfin pas qui se disent, mais qui sont sportifs et qui pensent faire les choses bien, mais qui finalement font juste leur activité, enfin juste c'est facile. En tout cas, ils font leur activité sportive de façon parfois très intense, mais sans aucune mobilité, travaillent sur la mobilité, sans aucun étirement, sans aucun... Et donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et c'est souvent, enfin je sais pas, toi tu dois avoir cette problématique-là en gaming. Le sportif, c'est le plus mauvais patient. Hein. Ouais. Bah oui. Jusqu'à ce qu'ils se blessent réellement et qu'ils se disent, ah ben oui, je vais intégrer des choses dans ma routine. C'est ça, et ça montre cette complémentarité. Oui, tant qu'il n'y a pas eu blessure, ils prennent pas en compte ces choses-là. À part, moi je suis pas mal d'ultra trailer, des choses comme ça, où là, on est obligé d'avoir une certaine routine, une hygiène de vie qui leur permet de comprendre plusieurs choses. Mais encore, on se lance certains défis où on n'est pas prêt physiquement. Hein. Et Toi, tu te l'es intégré, ça, cette routine, parce que tu es quand même hyper sportif. Tu fais un métier manuel. Oui. Est-ce que le matin, tu t'es établi une routine ou pas? Non. J'aimerais. Aïe. J'aimerais vous dire que oui. On va reposer la question. Ouais, repose la question. Non, mais c'est. Je peux pas mentir. Je suis désolé. Non, c'est pour plaisanter. Non, mais par contre, c'est quelque chose que tu recommandes. Oui, il faut en ressentir le besoin aussi. Mais en prévention, toi, tu penses que c'est... Je pense que c'est pas une obligation, on va dire. Il y a d'autres choses. Hein. C'est-à-dire que le matin, c'est hyper intéressant de mettre son corps en marche. On en parle beaucoup sur des métiers physiques, énormément. Je le conseille, et même je forme les gens à le faire. On a créé des démarches autour de ça avec MyOstéo. On forme les gens à faire de l'éveil musculaire le matin. L'éveil musculaire, on le travaille. On l'a travaillé d'une manière un peu différente, en fait. Aujourd'hui, l'éveil musculaire, quand on en parle, ce réveil musculaire, cet éveil musculaire, les gens, dans l'inconscient, ils vont passer réveil de la pompe cardiaque, ou enfin mise en service de la pompe cardiaque et pulmonaire. On va huiler les articulations et on va faire monter le corps en température. Ok, ça c'est ce qui est connu. Si on s'arrête là, c'est dommage, parce qu'il y a autre chose qui est à prendre en compte. On a, alors, au niveau de nos articulations, nos ligaments, nos tendons, des petits capteurs qu'on appelle les capteurs proprioceptifs. Ce sont des capteurs qui nous renseignent sur notre position dans l'espace. Okay, par exemple, si je ferme les yeux, que j'ai mon doigt ici, comme par hasard, je sais l'attraper. Inconsciemment, mon corps sait comment il est situé dans l'espace. Si ces capteurs ne sont pas réveillés, ils ne peuvent pas envoyer une réponse efficace au cerveau qui, lui, ne peut pas donner une réponse adaptée. L'exemple le plus parlant pour venir du coup au métier de MyOstéo et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est l'entorse de cheville. C'est le matin, je me réveille, tout va bien, j'ai fait mon échauffement, mon éveil musculaire, mes capteurs sont hyper réveillés. J'ai mon pied, donc c'est une main mais c'est mon pied, qui va dans un petit trou, d'accord. Le pied se tord un petit peu, j'ai un étirement sur mon ligament. Mon capteur est étiré aussi, il dit ouïouïouï, il y a quelque chose qui se passe, vite j'envoie l'information au cerveau pour qu'il rectifie ça. Donc le cerveau il dit ah oui en effet c'est en train de se tordre, qu'est-ce que je fais? Je contracte mes muscles fibulaires donc externes pour ramener mon pied en éversion pour pas qu'il y ait entorse. Ça c'est le meilleur des mondes. Okay. Par contre, on prend les mêmes conditions, d'accord, avec le même mini trou, d'accord, c'est pas un gros traumatisme dont on parlait, mais c'est vraiment un petit trou avec les pieds qui tournent, qui vrille un petit peu. La seule chose qu'on va changer, c'est qu'il n'y a pas eu d'éveil musculaire et que la personne est encore un peu endormie et que voilà, elle n'est pas à tous ses réflexes. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pied va commencer à tourner. L'étirement, ça y est, j'ai dépassé l'étirement qu'il y avait tout à l'heure. Je vais un peu plus loin et là. Mon capteur, il dit, ah, là, quand même, il se passe quelque chose. Mais le seuil, c'est plus du tout le même. Il est beaucoup plus loin. Mon pied en degré, en inversion, il est complètement plus loin. Donc, vite, il dit,
allez, je me réveille un peu, j'envoie l'information au cerveau pour lui dire « Hey Coco, il faut faire un truc là maintenant. » Et le cerveau il dit « Mince, tu me le dis que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vite, je contracte mes fibulaires à fond. » Et là, il ramène le pied. Mais souvent, c'est trop tard. Ce qui peut se passer aussi, c'est que sur le choc, il peut tirer, par exemple, sur la styloïde du 5e métatarsien. Oui, 5e métatarsien, je suis bon. Et faire une mini-fracture, par exemple, aussi. Et il y a un torse, voilà, et ça peut créer des soucis. Donc, du coup, de faire une routine d'éveil musculaire le matin, adapté, ça nous permet d'avoir des capteurs proprioceptifs beaucoup plus réveillés. Et donc, ça leur permet à eux d'envoyer une information au cerveau hyper précise et que le cerveau lui va pouvoir l'intégrer et lui donner une réponse motrice adaptée à la situation. Donc oui, c'est hyper important. On a ce réflexe-là sur le travail physique, mais on peut très bien l'adapter aussi à la partie bureau sans problème aussi. Il faut se réveiller et faire bouger. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une bonne fréquence pour aller voir un ostéopathe? Est-ce qu'il y a une notion de prévention ou pas? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'on ait déjà mal pour y aller? Il faut venir nous voir tous les jours, c'est hyper important. Non, surtout n'oubliez pas le chéquier. Et on fait les virements aussi. Voilà. Non. Moi, mes patients, alors je les reçois... quand ils veulent, quand ils ont besoin, on va dire. Mais ce que je leur conseille, moi, c'est j'aime bien les voir 3-4 fois dans l'année, au trimestre, quoi, on va dire, en prévention, bien sûr. Par exemple, changement de saison. Oui, j'allais dire changement de saison, bien sûr. On peut avoir changement de saison. Ouais. Difficile pour eux de les rendre rigoureux là-dessus. À la demande, souvent. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on prenne rendez-vous de suite aussi. C'est déjà échelonné sur l'année. Super. Comme ça, ils prennent rendez-vous. Mais ça, c'est pas mal, ça, parce que moi, ça fait longtemps... Enfin, je fais pas ça, en fait. En fait, ça leur permet d'être dans un schéma de prévention et en fait de le caler dans leur emploi du temps. En moyenne, je les vois. N'importe quel âge? Ouais, n'importe quel âge. Mes petits patients, adolescents et tout, je les vois 2 fois dans l'année, on va dire. Les pitchous, les bébés, on les voit plus souvent aussi, on va les voir sur les stades de développement moteur. Ça, je l'avais plutôt en tête, effectivement. Ça, c'est OK. Après, je les laisse un petit peu tranquilles. On les voit 1 à 2 fois par an, à la demande aussi, s'il y a eu des grosses chutes, des choses comme ça. Mais les sportifs, on va les suivre un petit peu plus. On va se caler aussi sur leur échéance, leur compétition. Les personnes, on va dire, de tous les jours. Moi, j'aime bien un minima qui viennent 3 fois à l'année. Bien sûr. J'arrive pas à les avoir 3 fois à l'année. Je les ai plutôt 2 fois. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient et qu'on arrive et on te dit j'ai rien, c'est la visite de routine, tu fais quoi? Je fais un check-up. Alors, comme je fais la formation de posturo, le plus souvent, je les mets sur une plateforme, je mets un laser, je regarde s'il y a un déséquilibre postural qui s'exprime ou non, je regarde les appuis, ce genre de choses. Et après, je vais venir tester un peu tout le corps et voir s'il y a des asymétries, des problématiques qui sortent. Et après, on va réguler un peu tout ça. Tout simplement, voilà, ça peut aller d'un problème musculo-squelettique où on va travailler le diaphragme, où il y a jamais rien. Quand on parle avec quelqu'un, c'est je suis stressé, j'ai des tensions là, on s'habitue en fait, on vit avec. Et puis justement, ce principe de prévention permet de prendre la chose à la source au tout début et de pas empirer par la suite et justement de pouvoir tout remettre le corps en équilibre. Donc c'est très important. Dans la mesure du possible aussi, et il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter, certains. N'empêcherait pas quelqu'un de stresser ou d'avoir une problématique un peu plus grande qui va révéler une pathologie ou autre. Mais par contre, avec la posturo, justement, c'est ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir faire des bilans qui vont nous permettre d'anticiper certains troubles. En fait, on a un système qu'on appelle le système tampon, qui est un système d'adaptation du corps qui, on va dire avec l'expérience, avec l'âge, est de moins en moins efficace, qui s'enraidit et qui peut compenser quelque chose pendant très longtemps, et au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, on se bloque le dos tous les matins. Et parce que ce système-là, il est plus efficace. Il n'est plus du tout efficace, et du coup, quand on regarde, il y avait ce désordre postural qu'il a, et qui était là depuis très longtemps, mais le système tampon l'a adapté, et là, c'est plus le cas, donc on travaille le système postural, la problématique posturale à ce moment-là.
Et est-ce que peut-être on pourrait parler de la place du système nerveux autonome justement dans l'approche ostéopathique? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Peut-être la vulgariser aussi pour nos auditeurs. Alors, déjà, il y a plusieurs types de systèmes nerveux dans le corps. On a central-périphérique et un système végétatif, du coup, système nerveux autonome. Système central, c'est celui qui va prendre les décisions qu'il va faire, l'épinière cerveau surtout. Un système périphérique qui envoie l'information, donc toute la partie nerveuse qui conduit l'information. Souvent, ça, c'est des choses qu'on peut activer. Par exemple, je veux contracter mon biceps. Voilà, j'utilise ce système nerveux-là. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il va être un peu autonome. On ne va pas trop le ressentir. On n'a pas d'action volontaire dessus. D'action volontaire dessus, exactement. Il y a deux types. Il y en a deux dans ce système nerveux. On a le système nerveux sympathique et parasympathique. Un système nerveux sympathique qui est plutôt lié au stress, qui est celui qui va nous maintenir en vie, on va dire, et un système nerveux parasympathique qui est celui du repos. Le système nerveux sympathique, par exemple, vous êtes dans la jungle, ou dans la savane plutôt, parce qu'il y a plutôt des lions dans la savane, pas dans la jungle. Et on est coursé par un lion, on va pas se mettre un système nerveux parasympathique, on va être un système nerveux sympathique, on va avoir une dilatation des pupilles, on va suer fort, on va pas avoir envie d'uriner ni d'aller à la selle, on va avoir les muscles qui vont plutôt bien fonctionner, on va aller à fond, et on va être un système de survie. Hyperglycémie, voilà, tout ça. Fonction primaire. Cerveau reptilien. Voilà. C'est un système de stress, mais qui est fait pour agir de manière ponctuelle. Et le système parasympathique, c'est celui qui va nous mettre plutôt au repos, nous calmer, nous réguler, etc. Le nom qu'on connaît beaucoup à ça et qu'on associe, c'est vagal. C'est le nerf vague, le 10e nerf crânien, qui fait cette régulation parasympathique, notamment au niveau du système digestif. Et la pompe cardiaque, c'est lui qui va envoyer l'information pour moduler, par exemple, le battement cardiaque. Voilà. Et toi, tu as une action sur ça dans l'ostéopathie? On peut agir. Sur le système nerveux? Ouais, on va y agir de différentes manières. Alors, on peut travailler directement sur le passage du nerf vague, par exemple, qui passe par le trou déchiré postérieur au niveau de l'occiput, par exemple. Donc, si on a des compressions à ce niveau-là, de venir les travailler tout le trajet du nerf, on va avoir un impact dessus. Modéré, bien sûr, mais ça va aider. Système digestif, diaphragme, relâcher tout ce système-là par intermédiaire des fascias, donc ces enveloppes qu'on a dans le corps, c'est pour le vulgariser, c'est les habits du corps, finalement. Et quand ces habits sont un peu trop serrés, c'est comme si je portais du XS, par exemple, là, ça moulerait, ça serait très joli, c'est pas de souci, mais... pas très confort. Mais pas très confort, exactement, pour la mobilité. Et ce qu'on va vouloir, c'est redonner cette mobilité-là. Et donc, voilà, on peut... Mais ça veut dire que tu peux agir directement sur le stress en passant par le corps. On peut avoir une action sur les manifestations du stress, on va dire, complètement. Ça, c'est sûr et certain avec l'ostéopathie. Dire qu'on va voir un ostéopathe et qu'on va pas être stressé, ça, je peux pas le dire, parce que c'est pas vrai. Parce que, encore une fois, c'est plurifactoriel, mais par contre, on peut avoir une action dans cette gestion-là du quotidien, sur la symptomatologie que ça peut donner. Ça, c'est certain, ouais. Ça, c'est tous les jours en cabinet. Tous les jours. Alors, on va parler un peu de MyOstéo Prévention, qui est la société que tu as montée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, pour créer des ponts entre ostéopathie et entreprise. Donc, c'est une société que tu co-gères et qui accompagne les entreprises pour intégrer la prévention ostéopathique au cœur du quotidien professionnel. Pourquoi avoir voulu emmener l'ostéopathie hors du cabinet et dans les bureaux ? On avait une piste de réponse en début de podcast qui était que je voulais ouvrir l'ostéopathie alors sans prétention de nouvelles perspectives, mais je voulais qu'on soit dans cette ouverture avec l'ostéopathie et l'amener en dehors du cabinet, parce que je pense qu'elle a un réel apport dans l'entreprise. On est des professionnels qui ont étudié l'anatomie pendant 6 ans, la biomécanique, une bonne partie de la physiologie. On a quand même quelques connaissances
Et une des problématiques majeures en prévention santé en entreprise, c'est les troubles musculo-squelettiques et la lombalgie. Les troubles musculo-squelettiques, ce sont les affections, on va dire, périarticulaires, donc ce qui touche autour de l'articulation, ce qui peut toucher les tendons au niveau des nerfs, le système musculaire, par exemple. Donc, syndrome du canal carpien, c'est un trouble musculo-squelettique, une tendinopathie aussi, voilà. C'est des choses qu'on a au quotidien dans notre cabinet. Donc, je trouvais ça dommage que des professionnels de ces pathologies-là ne puissent pas s'exprimer sur le sujet. L'autre chose, c'était aussi de pouvoir donner plus de boulot aussi et de mettre en avant les ostéopathes aussi dans ce monde-là. Et le tout départ de cette idée-là, donc c'était, on a parlé tout à l'heure, c'est bon, comment je fais pour sortir l'ostéopathie. La première idée, ça a été faire de la consultation, se dire je vais déplacer l'étape d'ostéo dans l'entreprise. Ok, pourquoi pas. Une des problématiques qui s'est posée à nous, et on n'avait pas du tout envie, c'était il fallait négocier du soin. Et ça, négocier du soin, moi, j'avais pas envie parce que c'est pas ce qui nous animait non plus. Et, on était plutôt dans donner du travail aux ostéopathes plutôt que de leur en priver, parce que si tu arrives avec une consultation à 30 € alors que ceux de la ville sont à 50 € ou 60 €, voilà, ça nous parlait pas beaucoup. Donc avec Olivier, parce qu'on travaille aussi au cabinet ensemble avec Olivier, du coup mon associé, on s'est dit voilà, on a des patients qui reviennent pour ces fameux troubles musculo-squelettiques. Ça se crée dans le monde de l'entreprise. Il doit bien y avoir quelque chose à aller voir là-dedans, quoi. C'est obligatoire, quoi. Alors si c'est pas par la consultation pour traiter les gens et les amener à pas décompenser sur ces troubles-là, est-ce qu'on pourrait pas les éduquer, en fait, finalement? Est-ce qu'on pourrait pas leur amener nos notions de prévention ou de connaissance du corps? On ne pourrait pas leur amener directement à eux dans leur entreprise. Donc moi je sortais des études, hein. C'était en 2013 quand on a commencé à en parler, donc je venais tout juste d'être diplômé, j'étais diplômé en juin. En juillet, je travaillais au cabinet, et en février 2014, on immatriculait MyOstéo. Donc ça allait très vite, hein. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on allait se former donc à l'INRS, donc l'Institut national recherche sécurité. On a été formateur pour eux, on a bossé avec eux. On a ce qui était très bien au départ, parce qu'on pouvait amener une connaissance. L'INRS, les CARSAT, les caisses d'assurance retraite santé au travail aussi, on a bossé ensemble. C'est beaucoup d'ergonomes qui bossent donc dans ce milieu-là. Et ils travaillent avec ce qu'on appelle des principes généraux de prévention, donc les fameux PGP pour eux. Et un de leurs PGP, c'était adapter le travail à l'homme, qui est très bien. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si on peut avoir des engins de levage pour éviter une manutention, des bureaux qui se lèvent, etc., des bonnes chaises ergonomiques, des choses comme ça, c'est super. Mais ça ne nous suffisait pas vraiment dans le discours qu'on voulait avec Olivier, parce qu'on avait eu une approche kiné, parce qu'Olivier est kiné et ostéo. Donc cette approche-là, on voulait l'amener dans le monde de l'entreprise. Et nous, on se disait, ok, en fait, on peut adapter le travail à l'homme. Mais au bout d'un moment, je pense que ça vous parle à toutes les deux, mais si l'homme n'est pas capable, l'homme avec un grand H, de s'adapter à son environnement, il va lui arriver quelque chose, quoi. Donc, quand on a eu ce discours avec eux, ils nous ont dit c'est super, trop bien, mais on ne pourra pas le faire ensemble parce qu'on a nos PGP, quoi, en gros. En gros, c'était ça. Mais si vous le faites, feu, quoi, c'est complémentaire. Mais ok, donc on a décidé de faire ça, du coup, avec Olivier, de créer notre propre formation. Une formation qu'on a, pour la petite histoire, hein, mais qu'on a vendue directement à Vinci Autoroute, qu'on a créé pour eux, parce qu'on l'a vendu et ils n'existaient pas, et mais qu'on a créé de toutes pièces pour eux, adaptées à la problématique, on va dire, prévention santé qui est rencontrée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient faites pour la prévention sécurité. Les EPI, donc les équipements de protection individuelle, les consignes sécurité, les quarts d'heure sécurité, etc. Niveau santé, il n'y avait pas grand-chose en 2014. C'était un peu les prémices. Du coup, on a dit, on va amener Stéphane Fraîcheur là-dessus, et on va donc créer une formation qui va s'adapter à la problématique d'un grand groupe, au final.
Et c'est comme ça qu'on a créé nos formations, donc les formations geste ostéo, donc le geste de l'ostéopathe qui soigne, et donc le geste et posture, mais qu'on a renouvelé, on va dire, un peu 2.0. Donc l'idée, ça a été on est parti d'une analyse du poste de travail. Donc l'analyse, elle est assez simple, c'est que on vient sur site et on parle avec les collaborateurs. Donc je me souviens très bien de la première formation. On était avec Olivier, tous les deux. C'était donc des agents de Vinci Autoroute, donc des hommes en jaune et des hommes et femmes de péage et des personnes de l'atelier. J'ai déjà débroussaillé dans ma vie, dans le sud, un petit peu de jardin, mais pas en bord d'autoroute, pas sur des pentes abruptes. J'ai jamais changé de pneu, mais vraiment entièrement avec un Sorlan Oliver, etc. J'ai jamais posé de cône sur l'autoroute. Donc en fait, la question c'était de se dire, mais attends, moi je vais leur donner des conseils, mais je sais pas ce qu'ils font. Donc on s'est mis à leur place. Donc ça, c'est tout le but de notre vie sur poste, c'est se mettre à la place du collaborateur quand c'est possible, ou du moins comprendre son métier. Et à ce moment-là, en fait, on a une discussion qui se crée avec les collaborateurs, qui est ultra fluide. On n'est plus sur quelque chose de descendant, c'est complètement horizontal, on est tous au même niveau. C'est-à-dire que moi, avant de pouvoir te dire ce qu'il y a à faire, tu vas m'expliquer toi, ce que tu fais, et moi, comment je vais pouvoir m'adapter à ta situation au final. Parce qu'il y a des choses qui existent, des choses qui font bien, il y a des gestes de métier. Tout ça, on n'y touche pas. Ça sert à rien. C'est leur métier, je vais pas leur apprendre à travailler. Par contre, je vais leur apprendre peut-être à utiliser telle ou telle technique de telle ou telle manière. Et ça permettait directement de changer l'image en fait du geste et posture pour ces gens-là. Parce que le geste et posture, ça a été beaucoup, je me baisse, je fléchis les genoux, je garde un dos vertical. Ok, très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde en théorie, c'est très bien. Ouais. Par contre, dans l'utilisation quotidienne, c'est pas un réflexe. C'est énergivore au plus possible et c'est pas utilisable dans toutes les situations. Donc, à partir du moment où on a commencé à analyser, on a filmé aussi, on a créé des films pédagogiques où on mettait en avant ou en lumière les contraintes anatomiques, biomécaniques qui s'exerçaient sur le poste de travail et sur le salarié, du coup. On prend un exemple bateau, la personne qui fait du marteau-piqueur toute la journée, on peut imaginer que au niveau des épicondyliens, trapèzes et bas de dos, il va y avoir une hypersollicitation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à cette personne sans toucher à sa position, ou alors la changer un minimum pour qu'elle aille mieux, ou l'aider à moins décompenser sur des douleurs, du coup. Ça a été la pause active. Donc des exercices qui permettent de soulager et de prévenir les muscles qui vont être hyper sollicités par une activité, par exemple. Donc ils ont une routine adaptée à leur métier, à leur activité, qui leur permet de soulager ça. Donc ils peuvent travailler comme ils veulent, avec leur geste métier, en sécurité, mais derrière, il y a des gestes qu'on peut pas changer. La personne qui peint des plafonds comme ça, on va pas lui dire oui, tu as plus de 60 degrés d'abduction, oui, ça crée un conflit au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs, mais tu vas pas t'arrêter de faire ça, c'est ton métier. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Soit t'arrêtes de bosser, soit on essaie de trouver quelques solutions. Voilà. Et ces solutions, c'est en partie la pause active, par exemple. Et après, on a voulu aller un peu plus loin sur la posture au travail. On pourra en revenir. Où on est parti d'un concept assez simple qui nous appartient absolument pas, qui est biomécanique. On a des courbures naturelles dans le corps. On a notre colonne vertébrale à 3 courbures, un creux cervical qu'on appelle la lordose, une bosse dorsale qui est la syphose et un creux lombaire aussi. Donc quand on dit creux, c'est lordose. Et le corps, il a mis ça en place pour quoi faire? Pour absorber les chocs et éviter d'avoir de l'hyperpression sur ses disques intervertébraux et d'être délétère sur sa colonne. Donc, c'est son système à lui de protection. C'est sa physiologie. Donc, du coup, ça, on le retrouve dans beaucoup de sports. Au final, pilates, yoga, crossfit, haltérophilie. Les gens, ils font comment pour se baisser, pour prendre des charges? Ils gardent un creux de dos. Ils gardent cette courbure naturelle. Donc, ça, on l'a importé dans le monde de l'entreprise. Ça ne nous appartient pas, en soi. Mais par contre, la méthode pédagogique qu'on a mis dedans, oui. Voilà, la manière dont on a voulu faire, oui. Donc, on a fait ça. Donc, on a fait une journée où on restituait tout ça. Donc, c'est valable aussi pour le métier de bureau.
Ah oui, complètement. C'est pas que les métiers manuels. Non, on a fait les deux. Je prends l'exemple de Vinci parce que c'est... Voilà, ouais, non, mais bien sûr. C'est la nostalgie, mais... c'est la nostalgie, mais oui, bien sûr, bureau, ça s'adapte aussi. Il y a d'autres contraintes. Mais il y a aussi des équipements après, on va en parler, mais... Ouais. C'est assez facile pour nous adapter parce qu'on vient au contact des gens et de leurs contraintes. Donc on fait analyse, on leur enseigne et on partage le savoir et on met tout en corrélation ensemble, donc sur une journée de formation. Et la partie la plus importante pour nous qui est vraiment de venir sur le poste de travail pour suivre le salarié dans des conditions réelles de travail. Parce qu'entre travail réel et travail prescrit, il y a un monde entre ce qu'on peut dire. Est-ce que ce que j'ai dit, il arrive à l'appliquer à son poste de travail, oui ou non? Et ça, grâce à ça, je sais qu'il va y arriver, quoi. Et on va l'aider. Et est-ce que vous mettez en place un suivi après? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'avoir des retours sur... On l'a fait évoluer parce qu'au départ, on voulait prouver à fond, donc on faisait tout d'un coup, on mettait tout dans notre formation au tout début, il y a 10 ans, et puis petit à petit, on s'est aperçu que ce qu'on enseigne, en général, on garde 30% de ce qui a été donné. On retient, vous voyez aussi avec les cours et autres, quand on apprend quelque chose de nouveau, on retient pas tout dès le premier abord. Donc on a découpé nos formations et on a mis en place tout un suivi sur 4 ans jusqu'à créer une formation de référents de personnes qui en ont envie dans l'entreprise et qui sont garantes, on va dire, de la bonne pratique, je sais pas, mais en tout cas qui sont piliers pour les personnes s'ils ont des questions. Et donc, ils peuvent être en lien aussi avec nous. Et ça nous permet d'avoir ce retour aussi sur investissement pour les entreprises qui, des fois, souvent, ce qui se passe dans la prévention, c'est que je fais un one-shot et après, il n'y a plus personne, quoi. Et je fais une grosse presta et après, il n'y a plus personne. Donc ça a été le test pour Vinci, qui a bien marché. Du coup, Vinci nous a fait monter dans des réunions préventeurs. Et à partir de là, avec Olivier, on allait sur Paris, Lyon, etc. Mais on a dit, c'est bien, c'est cool, mais on aime bien l'Occitanie quand même. Et si on peut rester un peu chez nous, c'est bien. Et après, parce qu'au départ, c'était un jeu, tout ça. C'était juste, on va essayer de faire ça et voir comment ça se passe. On veut aider les gens à notre petite échelle. Puis on a vu quand même ça prenait. Donc la question s'est posée de savoir si on restait... juste cantonné à l'Occitanie, on faisait ça ensemble avec des copains, ou alors on jouait le jeu jusqu'au bout et on devenait national. Et c'est ce qu'on a fait. Et il fallait répondre du coup à une question qui était qui c'est qui pouvait faire ça à notre place. Ça, c'était assez facile, hein, finalement. C'était des professionnels de la santé comme nous, qui étaient kinés, ostéopathes, ou qui avaient des notions du coup de biomécanique et d'anatomie autour de ces pathologies-là de TMS et lombalgie. Donc ça, c'était facile. Mais après, on voulait pas perdre non plus la qualité, en fait, de nos formations et ce qu'on avait créé. Et là, on a créé une formation de formateurs. Donc aujourd'hui, on a 120 formateurs en France qui interviennent sur différents sites. Tous ont été formés à la prévention d'entreprise. On a une formation qui est adaptée uniquement pour eux. On fait max 2 sessions par an de 12 personnes, pas plus. Voilà, on veut pas diluer le message. On veut que les personnes qui y vont sachent ce qu'elles disent et que voilà, on gagne en expérience aussi. Parce que plus on forme des gens, moins ils font de presta aussi. Donc on a ce noyau un peu dur. Et voilà, et puis ça s'est lancé et on a développé ça comme ça et on a mis en place plusieurs petites choses. Et comment vous mesurez les résultats, les impacts sur la société? Est-ce qu'il y a un véritable impact sur la performance de la société? Est-ce qu'il y a des KPI qui sont créés pour suivre ça? Parce que je pense que maintenant, vous avez des clients qui renouvellent un peu tous les ans. En tout cas, c'est sur le long terme maintenant. Donc, comment c'est suivi ça? Là, aujourd'hui, quand on fait appel à nous, c'est... soit parce qu'il y a un taux d'accident de travail ou de maladie professionnelle qui est trop élevé. Et donc, il y a la CARSAT qui dit « Coucou, il va falloir faire quelque chose pour ça ». Bon, ça, c'est pas en prévention, du coup. Donc, c'est pas en prévention, mais bon, il faut que les choses se mettent en place aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont mises en place aussi, qu'ils ont déjà fait, des démarches de prévention. Généralement, nous, quand on intervient, c'est qu'il y a déjà des choses qui ont été faites beaucoup et qu'ils veulent aller un petit peu plus loin parce que soit ça marche pas ou soit ça n'a pas été suivi. Donc, un des KPI, c'est celui-là, c'est le taux ATMP, on va dire. La maladie professionnelle, difficilement quantifiable au vu de, même si ça fait 11 ans qu'on existe, parce que c'est sur une période professionnelle entière, c'est une vie professionnelle. Par contre, que les gens pratiquent, que les gens aient moins de douleur, ça c'est quantifiable, et c'est vrai.
qu'ils redemandent des interventions, qu'ils sont contents qu'on leur fasse comprendre les choses, qu'ils aillent consulter, que les entreprises nous rappellent chaque année. Ça, c'est des Donc des ça, vrais- c'est des quoi? vrais Vous impacts. diffusez des questionnaires ou c'est les entreprises qui diffusent des questionnaires deux. aux collaborateurs qui ont été Les deux. sollicités? Les deux. Il y a des entreprises qui sont autonomes, il y en a d'autres avec qui on peut le faire. Voilà. Généralement, c'est assez géré en interne, Ouais. parce qu'ils ont leur Ils veulent avoir propre... l'objectivité. exactement. Ils veulent pas que ce soit des... Et puis, il y a des postes qui voient le jour de plus en plus, avec qui on parle de plus en plus, nous, c'est les fameux QSE, QHSE, donc les personnes de qualité de vie, au travail. qualité, hygiène, santé, sécurité au travail. C'est des gens qui ont des postes maintenant qui étaient déjà à la base. C'est souvent des ingénieurs d'ailleurs qui y sont et avec qui on discute beaucoup et qui cherchent des solutions et qui, du coup, leur boulot, c'est de mettre en œuvre ça. Mais les TMS, c'est une grande part. Les troubles musculo-squelettiques, parce qu'on dit que 80% des maladies professionnelles sont des TMS. Et c'est OK. Et c'est pour ça qu'ils veulent agir là-dessus. Mais si on s'intéresse qu'à ça, en fait, aussi, c'est trop minimaliste, en fait. Parce que, déjà, tous les troubles musculo-squelettiques ne sont pas des maladies professionnelles, ne sont pas reconnus en maladie professionnelle. La maladie professionnelle, ça rentre dans des cadres ultra précis, notamment le tableau 57 de maladie professionnelle, où c'est hyper quantifié, c'est géré à tant de degrés, pendant tant de temps, etc. Donc, pour y rentrer, c'est pas toujours facile. Donc, si on s'intéresse qu'à ça, on passe à côté de beaucoup de choses. Donc, on va parler plutôt de douleur au quotidien. Peut-être on peut parler de souffrance au travail aussi, qui n'est pas exprimée. On reprend ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Est-ce que ma douleur du quotidien, au final, c'est pas grave, je fais avec, ou alors, mais en fait, c'est pas normal d'avoir mal au quotidien. Donc, on reprend ça dans MyOstéo aussi pour leur dire que cette douleur, en fait, c'est pas une fatalité. On peut la traiter de telle ou telle manière, et on va en donnant la pause active, en allant voir un ostéo, en allant voir d'autres praticiens aussi, voilà. Et est-ce que tu arrives à appliquer tes propres conseils dans ton entreprise? Je sais que tu as mis plein de choses en place, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour inspirer aussi les entreprises? Ouais. Alors, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On va commencer par ça. Oh, ça va, tu as mis des choses en place quand même. On a mis 2-3 choses en place, c'est vrai. La première des choses, c'est qu'on a acheté les locaux, c'était d'avoir un environnement de travail quand même qui soit plutôt sympa pour eux. Donc, on a mis en place, par exemple, que des bureaux à hauteur variable, avec des chaises ça, on n'en parle pas, mais ergonomiques. c'est hyper intéressant. Ouais, puis s'ils sont faits. Un peu tout le monde y travaille, debout, assis, c'est utilisé. On se demandait si ça allait être fait, puis c'est plutôt jeune, MyOstéo, je fais partie des plus âgés. Et après, c'est intéressant de voir aussi que les jeunes générations sont réceptives à ça et l'utilisent. Ouais, c'est plutôt bien. Tu vois, et au bout d'un moment, quand ils en ont marre aussi, ça leur permet de changer de posture, de réfléchir différemment, de s'activer aussi. Voilà, ça avait été important pour nous. Casser cette posture sédentaire, c'était une base pour nous. Même la table de réunion est à hauteur variable. Donc aussi, on veut faire les réunions debout. Le rêve, faut bien. Voilà, j'ai tellement toujours voulu avoir ça. Mais bien sûr. Donc ça a été une des choses. Après, derrière, ils sont très libres sur les horaires. On n'est pas trop regardant. Je pense qu'ils savent s'adapter. Je pense que c'est le mieux, s'organiser. Voilà, on n'est pas embêtant sur ça. Les gens sont responsables. Oui, voilà, c'est ça. On leur fait confiance. Voilà, s'il faut terminer 1 heure avant, ils terminent avant. Ils rattrapent un autre moment. Pas trop regardant sur ça. On a mis en place des webinaires là, récemment, justement à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. Donc du coup, ils ont pu participer à l'ensemble des webinaires sur le thème de l'adaptabilité, sur les risques psychosociaux, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur les pauses actives, ce genre de choses. Donc ils y ont accès. On peut toujours faire mieux. Hein. Est-ce que vous avez les gros ballons là sur lesquels on peut s'asseoir? Ouais. On en avait un qu'on n'a plus d'ailleurs, je sais pas où il est passé, mais qui était pas été un franc succès. A priori. Le Swiss Ball, c'est pas si mal en soi. Moi, j'ai investi dans ça et je trouve ça super bien. Le Swiss Ball, c'est bien. En fait, c'est confort, je trouve. C'est confort. Ça dépend de l'utilisation qu'on en a aussi, et ça dépend des gens aussi. Ce qui est recommandé, vraiment, c'est déjà utilisé de petit à petit. C'est-à-dire que moi qui l'utilise pas, par exemple, je vais pas travailler 1 heure d'affilée dessus. On va commencer par 5 minutes, 10 minutes, sûr. 1 quart d'heure, et je vais alterner. C'est un changement d'habitude. Hein. C'est un changement d'habitude, et encore une fois, tout est bon. C'est
l'alternance qui va primer. C'est-à-dire, je vais utiliser ça, après je vais utiliser autre chose, et je vais travailler debout. Et c'est ça qui va être bien. Parce que, en soi, si je suis assis sur mon ballon toute la journée. Non, c'est pareil. T'es sédentaire aussi. Ouais, sédentaire, même si tu bouges. Et puis, si on parle de réglage ergonomique du poste de travail, ça va être limite parce que du coup, ma chaise, elle est à hauteur variable. Là, non. Donc, c'est difficile d'adapter son écran, etc. Absolument. Et MyOstéo, dans 10 ans, c'est où ? C'est où à Castelnaudary, toujours. Non, là, on est en train de réfléchir pour avoir une vision un peu plus globale de la santé dans les entreprises. Ça nous tient à cœur parce que voilà, on a prouvé qu'on pouvait nous faire confiance et qu'on était quand même une référence dans ce monde de la prévention des troubles musculo-squelettiques avec l'intervention de professionnels de santé dans les entreprises. On sait les choisir, on sait les former et on a des très bons retours sur nos intervenants. Ils savent faire. Voilà, ça c'est une certitude. Et petit à petit, on ouvre MyOstéo à d'autres types de prévention. On va travailler avec de la prévention primaire qu'on a commencé à mettre en place, donc aux prémices avec l'ergonomie. Donc il y a un réseau d'ergonomes qui se met en place là aujourd'hui sur la France avec MyOstéo. Avec cette histoire de QVCT, la semaine de QVCT, on a commencé à créer un réseau aussi d'experts santé. Chacun dans leur domaine. Donc, par exemple, on a un médecin du sommeil, on a des diététiciennes, pourquoi pas des naturopathes, des psychologues, j'ai une psychiatre. Voilà, le but, c'est d'arriver à avoir une vision assez globale de la santé en entreprise pour donner ces clés-là. Et voilà, quand une entreprise veut faire de la prévention santé, qu'elle passe par MyOstéo parce que voilà, on a des experts qui vraiment s'y connaissent, quoi. Santé. Et donc justement, si tu devais peut-être lancer un appel, un message pour convaincre les entreprises, les chefs d'entreprise de vous contacter, mais aussi de manière générale d'intégrer davantage toutes ces notions au sein de leurs entreprises, qu'est-ce que tu dirais ? Appelez-moi. Ouais. Oui. Allez-y. Non, c'est de prendre le temps des choses déjà. Une démarche de prévention, ça se construit. C'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite. Il faut avoir une certaine maturité aussi. C'est pas facile. On n'impose pas une prévention dans une entreprise. On la met en œuvre. Ça, c'est hyper important à comprendre. C'est pas parce que j'ai fait une journée sécurité où j'ai sensibilisé mes gars pendant 1 heure sur le sujet des TMS que ça va changer. Par contre, que j'ai une politique assez globale de prévention dans mon entreprise, une politique santé, pour parler que de ma paroisse, mais là, ça va marcher en fait. C'est-à-dire que prenez le temps, entourez-vous bien aussi, analysez les besoins et après, dans un deuxième temps, aller chercher les professionnels compétents pour faire ça, quoi. Ça peut être la médecine du travail qui peut aider aussi parce que c'est hyper important de travailler avec eux parce qu'ils sont là en diagnostic, ils sont là en aide, ils font du traitement, ils font des analyses ergo, ils font pas mal de choses. Mais c'est comme les médecins de ville, ils sont aussi débordés. C'est là aussi on peut arriver en soutien. On amène une complémentarité, un discours qui est différent, nous, qui aide vraiment. Je suis allé former la médecine du travail à Marseille, par exemple, sur ces nouvelles pratiques qu'on fait. C'est des choses sur lesquelles ils sont friands. Voilà. On avance doucement vers la fin de l'épisode et justement, on a mis en avant à quel point justement la posture, le corps, prendre soin de son corps était important. On a vu tous les impacts, tous les liens qu'il pouvait y avoir avec les différents systèmes. Est-ce que toi, du fait de ton expérience, etc., est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui, peut-être quelque chose que tu vois régulièrement en cabinet, quelque chose qui t'inquiète, voilà, qui te préoccupe sur ces problématiques-là de posture et de corps, quelque chose qui pour toi est un message important qu'il faudrait diffuser davantage et que les gens en prennent conscience? Le gros problème, moi, aujourd'hui, c'est celui de la sédentarité. C'est celui qu'on retrouve le plus, c'est celui qu'on demande le plus. Ça amène trop de problèmes aujourd'hui au niveau du corps. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Dans tous les cas, vraiment, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est quand même important de le remettre au centre. Il faut éduquer.
aussi. Je pense que ça, c'est primordial. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir en termes de prévention. Si on ne comprend pas les choses, on ne pourra pas les appliquer, encore une fois. Ça, c'est le message, je pense, qu'il faut garder en tête là aujourd'hui dans ce domaine de prévention. Et que ce soit posture ou autre, ça dépasse un peu ce cadre-là. Hein. Mais comprendre ce que risque mon corps, ce que mon corps dit, tout ça, ça s'apprend. Et ça, ça passe par ça, quoi. Trop bien. Super. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour tout ça et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, ça marche, merci beaucoup. J'étais ravi de participer. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.